Ok, on va démarrer. Bienvenue à tous du coup au meet-up conjoint VMUG et Cloud Native Computing Foundation. Déjà là, juste pour savoir, dans la salle, qui est-ce qui est déjà venu à un meet-up CNCF ou qui connaît la CNCF? Ok. Qui est-ce qui connaît du coup le VMUG ou qui est déjà venu à un VMUG, un événement? Ok. Du coup, d'abord, merci à Dell de nous recevoir et pour la bière et les pizzas tout à l'heure. Je vais te laisser juste présenter. Bonjour à tous, Noam. Moi, je m'occupe du VMUG en France et notamment le VMUG aussi de Nantes. Donc, c'est la communauté d'utilisateurs VMware. Pour ça, c'est les utilisateurs finaux qui se donnent rendez-vous ponctuellement pour échanger sur les bonnes pratiques et faire aussi de la veille techno et découvrir un peu de nouvelles solutions. Et on a toujours l'habitude de finir nos réunions par une bière. Alors nous, dans l'environnement virtuel, on met toujours un V devant quelque chose. Donc nous, c'est les V-beers sur lesquels, à chaque fin de réunion, on conclut par ça. Donc c'est une grosse communauté, en France c'est 1600 personnes, et on fait régulièrement des events. La semaine dernière on était à Paris, on a fait un petit event, un afterwork au Fos, c'était très très sympa. Et on a des belles communautés. Là, celui-ci, celui que vous voyez, c'était chez OVH. On était chez OVH avec Octave Klaba. On aime bien aussi le côté un peu métal. Vous voyez le t-shirt, j'ai un collègue qui l'a mis d'ailleurs pour cette occasion, c'est sympa. Donc on est un peu dans cet esprit-là, tout simplement parce qu'on est très lié aussi avec le Hellfest, c'est d'actualité, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà. Donc quelques événements qu'on fait, on était notamment au VMworld. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grosse messe annuelle qui a lieu soit aux États-Unis et en Europe. Et en Europe, c'est à Barcelone, parce que tout se passe à Barcelone en Europe. Voilà un petit peu la communauté VMUG. Et donc je laisse la main à mes compères du Meetup CNCF. C'est une première, c'est une sorte de crossover, ce qu'on peut voir des fois dans les séries américaines. Ben voilà, on a fait un crossover de communauté, je trouve ça super sympa. C'est l'esprit, je pense, de chaque communauté de pouvoir partager. Et donc je vous remercie encore à toute l'équipe de nous avoir proposé conjointement de faire ce meet-up. Merci également, du coup c'est vrai que c'est une super opportunité, on va essayer d'en faire de plus en plus. Donc un petit rappel pour ceux qui connaissent pas ou qui savent pas trop ce qu'on fait. Donc le Meetup CNCF, on l'a créé donc pour parler de cloud, pour essayer de voir un peu tous les projets innovants qui vont être regroupés au sein de la CNCF, pour faire la découverte de tous ces projets et pour essayer de découvrir un peu les communautés qui gravitent autour de ces projets qui sont assez dynamiques. Donc comme on peut voir, il y en a quelques-uns des projets. Donc il y a vraiment un terrain de jeu qui est énorme en fait. On a beaucoup d'opportunités, de choses à découvrir. Donc on vous invite aussi, si vous avez des sujets à proposer, si vous avez des envies de découvrir des choses, à pas hésiter à nous contacter. On est ouvert à toute proposition de sujet. Donc dans les meet-ups qu'on a à venir dans l'idée, donc on aura un workshop découverte qui sera organisé. On va essayer de choisir un projet CNCF et du coup d'essayer de monter sur la techno entièrement sans connaître le sujet au départ. Ensuite on a un meet-up qu'on voudrait faire avec OVH sur leur partie Kubernetes, puisqu'ils ont monté du coup le Kubernetes dans Kubernetes, et on voudrait faire un meet-up conjoint avec le jeu. Juste du côté des news, donc on fait donc à chaque meet-up, on va faire des news, on va présenter un petit peu les événements qui sont passés autour de la communauté CNCF. Donc juste pour qu'on resitue pour tout le monde, dans la CNCF, il y a 3 types de projets. Les projets qui sont inscrits, qui arrivent, ça va être les projets donc de type sandbox. Donc les projets, c'est ceux qui sont un petit peu adoptés par les innovateurs. Ensuite, on va avoir les projets qui sont incubating. Donc là, ça va être des projets qui vont être validés par un comité de direction de CNCF, un comité technique du coup qui va valider le projet, qui va considérer que le projet il est potentiellement intéressant. Et ensuite, on a l'étape graduated, qui est du coup le projet est validé, le projet il suit un format qui est respectueux un petit peu des normes CNCF.
Et du coup, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, donc depuis notre dernier meet-up, il y a eu deux nouveaux projets qui ont rejoint un petit peu et qui ont augmenté en grade. Donc on a eu CRIO, qui est un conteneur runtime, donc qui est essentiellement voué à être un conteneur runtime qui serait beaucoup plus léger que Docker et qui va se plugger directement sur l'interface conteneur runtime de Kubernetes. Et ensuite, on a FluentD, du coup, qui a été gradué. Donc, il rejoint la liste des projets, des 8 projets, il me semble, qui sont donc gradués et soutenus par la communauté et qui respectent des normes, qui ont un planning des évolutions à venir. Et en finale, on a donc Apple qui a rejoint les membres Platinum du CNCF. Donc, ce qui confirme encore plus, il rejoint une belle liste de membres déjà, mais ça confirme encore plus l'intérêt des grosses sociétés pour le CNCF. Dont Dell, effectivement, oui, Dell qui est aussi Platinum member. Donc dans les événements, il y avait également la KubeCon. Et la KubeCon, du coup, Gaël et Eric vont nous en parler tout de suite. Et ensuite, le deuxième talk, ça parlera de la sécurité avec Kubernetes et les conteneurs Docker. Et ce sera Alexandre qui nous présentera ça. Hop. Bonsoir à tous. Donc oui, on va commencer par un petit retour sur la KubeCon. Donc l'idée, c'est en 15-20 minutes de vous présenter un peu ce qu'on a fait. Donc on a eu la chance avec Gaël en fait de pouvoir y aller. Donc l'idée en fait, ça va pas être de lister les talks, de faire une liste bullet point. C'est plutôt, on va vous partager un peu les thématiques qui ont eu, notre vision de la conférence et en gros, même si vous n'êtes pas allé, au moins de pouvoir dire, ok, c'était comme ça et potentiellement, ça vous donnera envie d'y aller la prochaine fois. Juste pour savoir, est-ce qu'il y en a qui ont été à la KubeCon Europe? Non, personne. Il y en a un qui se cache là, mais non, ok. Bon voilà, c'est bon. Au moins comme ça, on vous présentera des choses que vous ne connaissez pas. Déjà, je vais commencer par des choses vachement intéressantes, c'est les chiffres en fait. Non, mais c'est juste pour vous donner en fait un peu l'ampleur de la conf. Donc il y avait 7700 participants, on va dire presque 8000. En fait, ça fait une masse de gens quand même assez important. Enfin, honnêtement, quand on arrive là-dedans et qu'il y a 8000 personnes dans une salle, ça commence à faire pas mal. Enfin, si vous avez l'habitude d'aller dans les stades de foot, c'est pas grand-chose, mais pour une conf tech, ça commence à faire. Il y avait plein de boîtes. Du coup, plein de gens, en fait, c'était pas forcément des gros bataillons de personnes, c'était peut-être des gens tout seuls ou à 5-6, et donc c'était intéressant de voir qu'en fait, il y avait plein de boîtes différentes. Donc quand c'est Participating Companies, c'est vraiment les gens qui ont payé les places pour les gens qui allaient. En termes de diversité, alors c'est un thème qu'on va reparler, on voit que les hommes sont ultra majoritaires, mais que quand même, voilà, il y avait un peu autre chose que des hommes, donc ça, c'est quand même pas mal. Les pays représentés, donc ça c'est un truc qui m'a un peu surpris parce qu'on est à la KubeCon Europe. Alors il faut savoir qu'il y a la KubeCon US, la KubeCon Europe et la KubeCon Asie. Donc tous les ans il y en a 3. Donc, pour dire voilà comme ça chacun a son centre. Mais même en Europe du coup le pays le plus représenté c'est les USA. Donc après l'Allemagne et l'Angleterre. Mais ce qui est intéressant aussi, on reviendra dessus, c'est que finalement, il y avait quand même pas mal de Français. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Barcelone, c'est pas loin, etc. Mais honnêtement, il y en avait vraiment pas mal du tout. Enfin, on entendait parler français quand même pas mal. Donc, c'était assez intéressant de rencontrer aussi des gens. Ah tiens, telle boîte a fait aussi du Kubernetes. Enfin, c'était intéressant. Donc, il faut savoir, en fait, on dit KubeCon, mais en fait, c'est la Cloud Native Con aussi. Donc, en fait, il n'y a pas que Kubernetes qui est représenté. Il y a tout l'écosystème de la Cloud Native Computing Foundation. Donc, les 3 projets phares, c'est forcément Kubernetes. Et Prometheus et Helm. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on retrouvait finalement tous les projets de la fondation en fait étaient représentés. Et ça permettait de voir un peu comment cet écosystème vivait. En termes de job, on parle de dev, d'ops, les plus représentés, c'est les devs et les ops. Et il y avait forcément du sales, parce qu'il faut faire du business. En termes de présentation, alors là, les chiffres, c'est 19 keynotes, 315 sessions. Moi, j'avais compté, c'était plus genre 400. Il y a 20 tracks en parallèle. Donc, c'est juste pas possible de tout voir. Enfin, c'est juste impossible. Enfin, à moins de regarder YouTube, bon. Donc, mais c'était quand même intéressant, et du coup on était plus submergé par le choix de quel conf aller voir que il n'y a rien qui m'intéresse, quoi.
Et donc il y avait quand même 1500 soumissions, donc ils ont quand même vachement réduit. Et donc il y a eu 22 événements colocalisés, donc on verra après ce que c'est. Alors, en termes d'organisation, donc ça se passait à la Fira Grand Via, c'est grosso modo c'est le gros parc d'expo de Barcelone. On le voit là, il est immense. La conf se déroulait sur le hall 8, 6, 7. Donc là, on voit pas très bien à l'échelle, mais donc là, on avait les keynotes, et là, il y avait tout l'espace de sponsors. Alors, c'était relativement bien organisé parce que toutes les sessions après étaient dans le hall 8, donc sur 2 étages. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer de la keynote et du site des sponsors, il fallait à peu près 10 minutes pour atteindre le rôle des sessions, enfin l'endroit où il y avait les sessions. Donc, quand on allait manger, il fallait pas trop tarder si on voulait avoir sa place sur des sessions qui étaient très très prisées. Des fois, c'était fermé, les portes sont closes. 2-3 minutes avant, c'est portes fermées. Mais après, pendant les sessions, c'était relativement confortable. Il y avait à peu près 15 minutes de battement, je crois 10 minutes de battement pour changer d'étage si besoin. Donc quand on va à des confs, on est assez stressé on a envie d'assister à toutes les sessions et là pour le coup serein. Mais personnellement, j'avais fait un planning, il a complètement sauté le premier jour parce que j'avais pas prévu les 10 minutes. Le stand des sponsors, j'ai passé quand même pas mal de temps dans ce stand. Finalement, j'ai fait un peu moins de sessions que ce que j'avais prévu. Les différentes salles qu'on pouvait avoir, donc on a forcément l'immense salle. Par expérience, moi j'ai fait que le DevFest à Nantes, qui est quand même un gros événement nantais. Quand je suis arrivée dans la salle de la keynote, c'était l'écran, c'est immense, c'est vraiment immense. Ensuite, on avait des salles, un peu plus petites. C'est plus petite, c'est ça quoi. Ça reste. C'est genre 1000 personnes, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc après, il y avait donc tout était au niveau du hall 8, et ensuite il y avait plein de petites salles. Ça dépendait. Il y avait des plus petites salles, mais ça ressemblait un peu à ça, mais on était très vite, on avait vite les infos des salles, on n'était pas paumé, tout était hyper bien indiqué. Là-dessus, moi j'avais peur de me paumer, et en fait non, c'était très fluide. On savait tout de suite où il fallait aller. Et puis quand on était fatigué, il y avait des espaces avec de l'herbe où on pouvait se poser. Il y avait même de la crème je trouve pas le mot, crème solaire, voilà. Alors les thématiques, il y a eu pas mal de thématiques tout au long de ces 3 jours. Il y en a une qui m'a un peu plus marquée que les autres, c'est l'aspect diversité et inclusion. J'ai un peu halluciné sur des choses qu'on peut trouver sur ces types de confs. Alors on commence à voir un peu plus ces aspects espace d'allaitement pour les mamans, parce que j'en ai croisé 3 qui avaient un petit bébé avec elles, dont un qui était un peu plus grand, mais il y a des mamans et des papas qui viennent avec leurs enfants. Du coup, j'ai découvert qu'il y avait un child care, c'est-à-dire des nourrices, des gens qui sont dispo pour garder vos enfants, et c'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. Donc ça change un peu la donne. Si on a envie, par exemple, d'assister à la conf aux US et qu'on veut partir en vacances, ça peut être ça peut être après avoir à creuser. Je ne sais pas s'il y a des activités réelles, parce que les enfants cloisonnés dans une salle, c'est un peu. J'aimerais un peu plus le creuser, parce que ça serait cool s'il y avait des excursions ou des choses. Ensuite, j'ai pu participer au Diversity Lunch. Moi, je pense que c'est le moment le plus fort de ma KubeCon. Au début, en fait, il fallait s'inscrire au préalable. L'idée, c'est qu'il y a des tables rondes, et j'ai vu qu'on pouvait y aller avec ces petits problèmes qu'on a sur Kubernetes. J'ai dit pourquoi pas, et je me suis inscrite, mais je m'étais inscrite 2 mois avant. Le problème, c'est que le jour où on arrive, on sait même plus pourquoi on s'était inscrit. Peut-être que j'avais résolu mon problème. Et je me suis inscrite à la table
peer programming et ça va être cool. Je me dis ouais, je vais pouvoir voilà travailler avec des gens sympas. Et du coup, je suis tombée avec des étudiants. J'ai pu rencontrer IP qui est extrêmement intégré dans la CNCF en tant que contributeur et qui participe beaucoup à favoriser la contribution au sein de Kubernetes et même tout autre projet de la CNCF. Et donc voilà, j'ai fait ma première contribution, première PR, approuvée, pliée en moins d'1 heure. Donc c'était vraiment un bon échange et c'était vraiment sympa. Et voilà, il y a eu pendant toute la session, il y a eu un talk, voilà, beaucoup de femmes qui passaient, mais c'était ouvert à tout le monde. Hein, c'est pas parce que c'est diversity que c'était juste des femmes ou de la communauté LGBT non, c'est ouvert à tout le monde. Le côté communautaire était vraiment présent aussi. J'ai pu assister à des talks avec des contributeurs. Et ces jeunes contributeurs, parce qu'ils sont quand même assez jeunes, ils ont expliqué pourquoi ils ont contribué. Et voilà, ça met un peu plus en confiance. On se dit que voilà, on est peut-être un petit peu contributeur à notre niveau. Ça favorise. Ensuite, il y avait un contributeur bar. Donc on pouvait rencontrer tous les contributeurs, ceux qui maintiennent pas mal de solutions au sein de la CNCF. On pouvait les rencontrer. Là, donc on pouvait discuter avec eux. Il y avait des créneaux horaires et c'était cool. On pouvait vraiment aller discuter avec eux. Ensuite, voilà, il me tient à cœur. Lui, c'est quelqu'un qui soutient énormément cette communauté puisqu'il fait des TGIK, c'est des sessions tous les vendredis soirs. Pendant 2 heures où il teste un produit qui souvent fait partie de la CNCF. Il s'appelle Joe Beda et il vient d'intégrer VMware il n'y a pas longtemps. C'est un des fondateurs de Kubernetes, non négligeable. Je te passe la main. Un autre thème. Allô, voilà. Un autre thème en fait qui était assez récurrent, en fait, c'est que maintenant que Kubernetes, donc ça a 5 ans, donc il commence à avoir pas mal de boîtes qui s'en servent et donc des grosses boîtes. Et donc du coup c'était intéressant, en fait, il y a eu pas mal de retours d'expérience. Donc moi j'en ai vu 3, mais en fait je pense qu'il y en avait encore beaucoup plus que ça. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est vachement présenté sur le côté j'ai eu un problème et comment on l'a résolu. Alors quand c'est Zalendo, alors je ne sais pas si vous connaissez Zalendo, c'est un vendeur, comme ils disent, on vend des chaussettes, donc on fait du Kubernetes. Donc autrement dit, en fait, ils ont énormément de clients et donc en fait, ils ont des gros clusters Kubernetes qui tournent en production. Et donc du coup, ils ont présenté un peu tout ce qui leur arrivait en production. Donc c'est assez intéressant en fait, les talks, c'était vraiment, c'était pas spécialement de l'humour, mais c'était plutôt vraiment en mode, on a eu un problème. Comment on a découvert ce problème-là et comment on l'a réussi à le résoudre. Et en fait, il présentait toute la démarche. Et donc, c'est assez intéressant comme retour. D'ailleurs, Henning Jacobs, il a fait un repo GitHub qui s'appelle Kubernetes Failure Stories. Et en gros, c'est un endroit où il va répertorier plein d'articles de blog qui parlent de tous les problèmes de Kubernetes. Et donc, comment les résoudre. Donc, c'est assez intéressant, vraiment en mode, oui, c'est pas parfait Kubernetes, donc comment on s'en sort. Un autre retour très intéressant de Datadog. Donc eux, ils ont une autre approche par rapport à Zalendo. Zalendo, ils ont plein de clusters de moyenne taille. Datadog, c'est plutôt, on n'a pas beaucoup de clusters, mais ils sont énormes. Et donc du coup, ils présentaient d'autres problématiques encore sur Kubernetes. Donc pareil, ils présentaient, le DNS, il plante, pourquoi il plante. Encore un bon retour d'expérience. Donc ça, c'est des talks. Moi, j'ai trouvé ça, les thématiques vraiment intéressantes. Il y avait Spotify aussi qui disait comment on a supprimé un cluster en prod sans que ça se passe mal. Enfin, voilà, la thématique vraiment retour d'expérience. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant en mode on n'est pas en mode on n'est pas des fanatiques de Kubernetes. C'est un produit qu'on utilise, il a ses qualités, ses défauts, et donc du coup, on partage avec la communauté de comment résoudre les problèmes qu'on va forcément avoir à un moment ou à un autre. Une autre thématique, c'est là en 2019. C'est le service mesh. Maintenant, on commence. Il y a beaucoup de boîtes qui commencent à avoir du service mesh dans Kubernetes et d'ailleurs en dehors de Kubernetes aussi. Et donc là, la grosse problématique, c'est il y a beaucoup de gens qui se sont jetés sur Istio, et alors que c'était pas forcément encore ultra mature. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes. Et donc maintenant, tout le monde est en train de regarder comment faire ça correctement. Autant le principe du service mesh est pas remis en cause. Grossièrement, le service mesh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du routage intelligent entre les services.
Enfin, après, c'est très grossier ce que je viens de dire, mais en gros, c'est ça. Et du coup, il y a par exemple Linkerd qui commence avec sa version 2, en fait, commence vraiment à pousser pas mal. Parce que leur approche, contrairement à Istio, qui est plus en mode on fait tout et on s'améliore au fur et à mesure, eux, c'est plutôt on fait un set de fonctionnalités restreint et après on monte au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois qu'on fait une fonctionnalité, on la fait bien. Il y a aussi Consult Connect de HashiCorp qui, pareil, est devenu une sorte de service mesh, alors qu'à la base, c'était du service discovery. Et donc, voilà, je parlais de plusieurs implémentations, il y en a encore plein d'autres. Et donc, ce qui a été annoncé pendant cette KubeCon, c'est ce qu'on appelle le service mesh interface. Donc ça, il me semble, c'est Microsoft qui est le leader là-dedans, mais après, il n'y a pas que Microsoft. Et donc, l'idée, en fait, c'est commencer à définir des concepts communs pour le service mesh, pour dire, voilà, moi, je veux tel type de comportement, tel type de routage, etc. Et après, Istio, Linkerd, Consul ou un autre va implémenter ces concepts. Et donc, ça permettra de switcher de provider de service mesh sans devoir tout refaire à chaque fois. Donc c'est assez intéressant de dire, voilà, on essaye il y a de la concurrence sur l'implémentation, mais sur les concepts, on reste standard. Donc à voir, vu que ça vient d'être annoncé, est-ce que ça sera le 13e standard ou est-ce que ça sera le standard pour les réunir tous? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Une autre thématique aussi, c'est le chaos engineering. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en entendent parler un peu cet aspect où on casse tout, on pète tout. Il y a eu pas mal de sessions, j'en ai fait 2, enfin bon, déjà 2 sur pas mal, dont celle de Cilium. C'était une démo plus ou moins comment utiliser Cilium pour pouvoir intégrer injecter des failures dans les requêtes et voilà, ça permettait de voir un peu le comportement et de tester. On a parlé de Chaos Monkey aussi, qui est un outil fourni par Netflix. L'idée c'est de péter, casser la prod, voir un peu le comportement et voilà, c'est un sujet qui commence vraiment à monter. Je crois qu'il y a même une conf qui est dédiée à ça, au chaos engineering. C'est vraiment un sujet. Finalement, on va monter son infrastructure par le chaos, quoi. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le concept. Je commence vraiment à m'y intéresser. Et voilà. L'aspect des événements, parce que voilà, il y avait aussi, on a parlé beaucoup de Kubernetes, des choses comme ça, mais il y avait aussi des événements un peu fun aussi à côté, un peu plus pour permettre l'échange et de rencontrer aussi pas mal de gens. Donc il y a en fait, on voyait là dans les chiffres, il y avait 22 events collocated. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que la KubeCon, c'est du mardi au jeudi. Mais il faut savoir en fait que dès le week-end, il y avait déjà une première conférence à Barcelone, ce qui s'appelait les Cloud Reject. En gros, vous avez soumis un talk à la KubeCon, vous n'avez pas été pris, nous on va peut-être vous prendre. Bon, si vous êtes reject du reject, il faudra faire une 3e conf. Bref, non mais déjà c'était intéressant de voir que dès le week-end en fait il y avait déjà des talks, il y avait déjà des choses. En fait, voilà, vu qu'il y a quand même 8000 personnes qui vont venir un peu partout, qui vont se réunir, on en profite. Et aussi le lundi. Alors le lundi, il y a eu beaucoup de workshops payants, mais il y a aussi beaucoup de summits. Il y a une vingtaine de summits. Donc les summits, c'est quoi? C'est sur par exemple les contributeurs, c'est l'occasion que les contributeurs se réunissent, parce que voilà, ils n'ont pas l'occasion d'être physiquement tous ensemble, donc là on en profite, ou par rapport à une thématique, etc. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, vu que c'est un gros événement, en fait il y a plein de petites conférences ou des summits qui viennent se greffer par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, voilà, on pourrait très bien venir le week-end et en fait il y a déjà des choses par rapport à tout ça. Les fiestas à côté. Le premier soir, il y a eu la Kaiser Days qui était organisée par Mirantis. L'idée, c'était de se réunir alors c'était au Couvent des Anges à Barcelone. La soirée était vraiment sympa. Il y avait du street art. Donc ouais, beaucoup de cocktails. Voilà. Bon, après, c'était le premier soir, donc on s'est pas couché trop tard parce qu'il y avait quand même deux jours à suivre. La veille du démarrage de la conf, il y avait le Cube Hunt. Je l'ai pas fait, mais j'ai mon beau-frère qui l'a fait. L'idée, c'était de faire une chasse au trésor dans Barcelone. Et ils ont fini après, la soirée s'est finie après dans un lieu assez sympa qui est la Place Royale à Barcelone. Donc voilà, c'était sympa parce que voilà, les gens ne se connaissaient pas forcément. C'était la veille de la conf et
Donc voilà, et puis évidemment, il y a eu la soirée des 5 ans de Kubernetes. Donc là, on était dans un village dans Barcelone, complètement. Enfin, je sais pas si c'était vraiment privatisé parce qu'il y avait quand même des touristes, mais voilà, on avait, c'était tapas à volonté. Voilà, on a visité la ville. Voilà, on a bu des bières. Là, les gens qu'on voit sur la photo, hein, c'était que des gens de la conf. Hein. Enfin, les gens juste, ouais, là c'est que la conf. Ouais. C'est juste monstrueux en fait. Ouais. Et encore, c'est qu'une partie de la place, parce qu'il y avait encore des gens à d'autres. Enfin, c'était immense. Il y avait un endroit où c'était spécial burger, un endroit où c'était spécial tapas, donc on n'était pas encore, on n'était pas tous au même endroit. Et c'était cool aussi de manger ces petits tapas à côté de contributeurs comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir. Événement fun aussi. Alors, je pense pas qu'il y avait 8000 personnes sur ce type d'événement, mais il y avait le running à 6h du mat'. Donc bon. Très fun. Je l'ai pas tenté. Alors peut-être ceux qui ne sont pas couchés, mais voilà. Il y avait aussi du yoga le matin, donc pour ceux qui pratiquent. Et puis évidemment tapas. Je crois pendant 3 jours on a mangé que des tapas. Pendant la conf, il y avait que des tapas, sachant que voilà, le niveau repas, c'était pas ouf. Enfin, non, voilà, c'était pas ouf. Mais voilà, il y avait des stands où il y avait tout le temps des tapas toute la journée, et du coup, voilà. Et puis j'ai mis le petit mur de donuts. Je trouvais ça sympa. C'est la première chose qu'on a vu quand on est rentré dans le stand des sponsors. Il était face à nous, donc forcément, au bout de 5 minutes, il n'y avait plus beaucoup de donuts après les heures de keynote. Et puis il y avait un stand où voilà, on pouvait jouer. Il y avait jeu de je trouve pas mes mots, d'échecs. Merci. Voilà. Et donc comme je disais tout à l'heure, il y avait quand même pas mal de Français. Donc on a quand même réussi un peu à se retrouver. Donc là, pendant la fameuse soirée en fait. Donc clairement on n'a pas eu tous les Français. Hein. Il y en avait beaucoup plus que ça. Mais c'était quand même assez intéressant en fait de voir que finalement, en fait, on peut discuter d'un sujet commun et puis après, du coup, ça facilite le networking. Hein. Donc oui, il y a Baptiste, toujours très beau gosse. Hein. C'est important de le noter hein, parce que. Mais voilà, c'était juste pour dire, c'est assez intéressant de voir que là-bas, on a réussi à se retrouver, on a échangé. On a croisé des gens même au milieu des sponsors. On allait sur les stands des sponsors. Il y a quelqu'un qui commençait à nous parler en anglais et puis avec son accent franchouillard, on peut peut-être parler en français. Enfin voilà, c'est assez marrant de voir que finalement en fait il y a beaucoup de Français et c'est intéressant de voir qu'il y a une grosse communauté française. Donc moi ce que je retiens en fait de la conf, hein, alors cette phrase-là, elle n'a pas été créée pour la KubeCon. Hein, c'est Kelsey Hightower qui avait sorti ça. Mais je trouve que c'est vraiment vrai, en fait. Kubernetes, c'est une plateforme pour créer des plateformes. Donc ce que ça veut dire, hein, c'est que finalement, c'est pas une finalité en soi de dire ça y est, j'ai installé Kubernetes ou j'ai démarré un cluster. L'idée après derrière, c'est que cette plateforme va vous permettre de construire des plateformes. Et quand on est à la KubeCon, en fait, on voit au milieu des stands des sponsors ou juste à discuter avec d'autres personnes, en fait, à quel point finalement cette plateforme elle est utilisée pour plein de choses différentes. Et vraiment des choses qui, moi, honnêtement, c'est pas mon métier des fois. Et il me parle de, moi, je l'utilise comme ça, et tu fais, ouais, ok, d'accord. Enfin, moi, je pensais pas qu'on pourrait l'utiliser comme ça. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, il y a cette plateforme-là, en fait, elle attire beaucoup d'écosystèmes, en fait, qui finalement, à la base, étaient vraiment dispersés. Et là, on commence à parler le même langage, à utiliser la même plateforme. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et je trouve que ça, derrière, ça va ouvrir pas mal de possibilités. Moi, ce que j'en retiens, bien sûr, l'aspect quand même inclusion. Je vous cache pas que j'étais un peu flippée d'arriver à cette KubeCon. Voilà, dans les confs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà, on ne sait pas trop à quoi. Et là, en plus, c'est international. Faut pouvoir parler anglais avec mon anglais franchouillard. Et voilà, finalement, il y avait quand même toute cette thématique qui m'a vraiment réconfortée. Je me suis pas du tout sentie seule. J'avais mes amis de Zenica aussi. Donc voilà, c'est assez réconfortant de savoir que voilà, il y a des zones safe aussi. Enfin voilà, pour ceux qui ont un peu peur du monde, il y a plein d'endroits où on peut il y a un endroit pour tout le monde dans ce type de conf. Ce que je retiens, moi, c'est beaucoup d'échanges. Au-delà de l'aspect techno lié à Kubernetes, j'ai beaucoup échangé. En fait, quand je dis que j'ai vraiment fait un strike un peu dans mon planning, il y a plein de confs que je n'ai pas vues. Après, je sais qu'elles sont sur YouTube, donc voilà. J'ai profité
voilà, d'aller au stand, de croiser des gens, de croiser aussi des gens. Typiquement, par exemple, j'utilise beaucoup Cert Manager pour la génération des certificats SSL sur mon cluster. Voilà, j'avais envie de rencontrer James Munnelly, qui est le mainteneur principal. J'ai pu discuter avec lui. J'avoue que c'était pas simple parce qu'il a un anglais assez speed, mais voilà, c'est cool. J'ai pu lui poser mes problématiques, j'ai pu lui demander un peu des roadmaps. J'ai en effet pareil aussi avec, voilà, plein de technos. J'ai pu demander un peu plus de visu sur les roadmaps. Et puis, voilà, mes problématiques, c'était cool. C'était voilà, c'était mon moment d'échange. Voilà. Donc, prochaine KubeCon, Save the Date, ça sera au mois d'avril. Et cette année, l'année prochaine, elle sera à Amsterdam. Donc, voilà. Et donc, juste pour finir, on partagera les slides. Donc, pour info, donc je suis pas tout seul. Baptiste y a participé aussi. On a été plusieurs côté Zenica à écrire un retour sur la KubeCon. Et donc Gaël aussi en a écrit un sur Medium pour iAdvise. Et donc pour info, j'ai mis la playlist, mais ça se trouve facilement avec Google. Il y a tous les talks de la conf qui sont disponibles sur YouTube. Donc ça vous fait, je sais pas combien d'heures de visionnage, mais il y a de quoi faire. Un bon week-end. Voilà. Donc regardez le nombre de vues éventuellement pour vous repérer ou les thématiques, mais il y a vraiment tous les talks, ils sont tous là. Donc, après les sessions, elles étaient pas, c'était du l'ordre de 25-30 minutes à peu près chaque session. C'est ça, c'est du 30 minutes à peu près chaque session. Je crois même que il y en a certains workshops qui ont été filmés. Il y a beaucoup de vidéos, il y a 350 vidéos à regarder quoi. Voilà. Donc 30 minutes x 350. Voilà. Bon, merci à tous. Merci. Peut-être qu'il y a des questions, vite fait. Oui. Au niveau des goodies, est-ce qu'ils ont eu un aspect écologique forcé à la KubeCon? Parce que je sais que c'est une question qui s'est posée vachement au DevFest Nantes cette année. L'écologie, c'est pas encore ça là-bas. Typiquement, le repas du midi les repas le midi en fait nous ont vachement déçus parce que c'était que des trucs à jetables. Alors que j'ai eu la chance de pouvoir aller à la DockerCon il y a 2 ans. Et à la DockerCon, typiquement, c'était que des assiettes en dur avec des buffets où du coup il y avait très peu de déchets. Autant là, c'était des sachets et on jetait. Les goodies, il n'y a pas eu vraiment d'aspect écologique. Non. On a eu des jolis t-shirts, on ne va pas cracher dessus. Ouais, mais ça, c'est à toutes les confs, les t-shirts. Non, il n'y a pas l'aspect écologique, c'est un truc qui manquait un peu, je trouve. Et peut-être, vu qu'on voit que côté France, ça commence à travailler, peut-être que côté Europe, ça changera aussi. Il y avait beaucoup de chaussettes. C'est tendance les chaussettes. Ça, c'est pour baisser le chauffage chez soi.